Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre, une heure d'analyse et de décryptage des affaires qui font l'actualité. Un rendez-vous hebdomadaire sur Sud Radio avec le monde des faits divers et des faits de société. Alors, au sommaire aujourd'hui, nous parlerons du procès de Samuel Paty. En ce moment, les collégiens sont devant leur juge au tribunal pour enfants de Paris, nous y reviendrons. Et puis, nous nous demanderons, après l'assassinat de Thomas à Crépol et les réactions qui ont suivi, faut-il croire ceux qui annoncent que la guerre civile a commencé? Nous serons tout à l'heure avec Pierre Gentillet, avocat au barreau de Paris, pas au bureau de Paris, et l'essayiste Fergan Aziari, consultant en politique publique. On est ensemble pendant une heure avec Jean-Marie Bordry. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Stéphane. Mais pas seulement. Nous sommes également dans cette première partie d'émission avec Victor Lefebvre, journaliste à Factuel Média. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane. Vous avez décidément votre ronde serviette dans cette émission. Vous êtes indispensable. Victor, aujourd'hui nous allons revenir sur l'affaire Samuel Paty, parce qu'en ce moment se tient le procès des collégiens qui ont désigné Samuel Paty au tueur, le vendredi 16 octobre 2020 pour être exact. Ça a lieu devant le tribunal pour enfants de Paris, à huis clos. Alors comme c'est à huis clos, on ne peut pas donner les détails du procès, mais c'est très intéressant puisque sont examinées les responsabilités de 5 élèves qui ont montré du doigt le professeur le jour de l'assassinat. Effectivement, donc il y a 5 élèves qui ont qui ont désigné d'abord Samuel Paty physiquement au terroriste tchétchène, rappelez-vous, Abdullah Kanzorov, qui était âgé de 18 ans, qui était abattu dans la foulée par les policiers de la police nationale. Ils l'ont montré physiquement et en échange d'argent, donc on va sûrement l'expliquer un peu plus tard, oui. Mais effectivement, et il y a aussi une 6e adolescente, la fille de Brahim Chnina. Voilà, la fille de Brahim Chnina, celle qu'on a appelée la menteuse, parce absolument. Que c'est celle qui a accusé à tort Samuel Paty d'avoir forcé les musulmans de la classe à regarder les caricatures de Samuel Paty. Elle est mise en examen, elle, pour dénonciation calomnieuse. C'est pas la même chose. Voilà, c'est une autre qualification. Elle est plus légère, même si elle risque quand même 2 ans et demi de prison, puisque les peines sont divisées par 2 devant le tribunal pour enfants. Et elle, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que elle a menti à ses parents en disant que Samuel Paty avait exclu des élèves en raison de leur confession musulmane, ce qui est absolument pas le cas. Elle a même dit qu'elle s'était sentie stigmatisée. Absolument. Et voilà. L'enquête révélera qu'elle n'était même pas présente ce jour-là dans le cours donné par Samuel Paty. Tout à fait. Alors c'est aussi ce moment au tribunal actuellement, c'est aussi un moment d'introspection sur la vie au collège du Bois d'Aulne. Les magistrats examinent à la loupe le comportement aussi des professeurs et des collègues de Samuel Paty, et vous allez voir que leur rôle n'est pas tout à fait nul dans cette affaire. Mais parlons d'abord des élèves, si vous le voulez bien. Qui sont ces 5 premiers élèves adolescents, donc à l'époque, entre 13 et 15 ans, on va dire. Oui, entre 14 et 15 ans. Ouais. Entre 14 et 15 ans, qu'est-ce qu'ils font le jour de l'assassinat exactement? Alors en fait, ce qui se passe, donc on est le vendredi 16 octobre, Abdullah Kanzorov arrive devant le collège du Bois d'Aulne, donc à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Il est à peu près 13h40, à peu près en début d'après-midi. C'est le dernier jour avant les vacances de la Toussaint. On est à la veille des vacances scolaires de la Toussaint, et il est déposé par un de ses amis qui s'appelle Naïm Boudaoud, qui est un ami d'enfance. Il le dépose juste à 50 mètres du collège seulement. Donc le collège est bien identifié à ce moment-là par le terroriste. Il a identifié Samuel Paty, il sait qu'il l'est, mais en revanche, il ne sait pas à quoi il ressemble physiquement. Mais en tout cas, il a une cible. Il a une cible, il a un nom. Et d'ailleurs, le nom, il a été diffusé, rappelez-vous, par Brahim Chnina, donc qui sera lui jugé dans un an. Sur des vidéos, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur YouTube, avec Abdelhakim Sefrioui, qui est lui un islamiste notoire pro-Hamas. Voilà. Et donc il arrive devant le collège, et donc il est confronté à un problème, puisqu'il ne sait pas à quoi ressemble ce professeur d'histoire géo incriminé, qui est déjà au cœur d'une polémique depuis plusieurs jours. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va démarcher en fait des collégiens de 3e, donc des élèves de 3e qui sont à la sortie du collège à ce moment-là, qui traînent un petit peu. Lui, il est devant le collège, devant le petit parterre, un petit terre-plein qui est juste devant le collège du Bois d'Aulne. Où il y a les autobus qui arrivent. Voilà, c'est ça, il y a une station d'autobus. Bon, voilà, les jeunes traînent un petit peu. Et puis, il remarque à un jeune, il lui dit, bon, est-ce que tu peux me montrer Monsieur Paty? J'ai de l'argent, j'ai 300 € à te donner. En échange, tu me montres à quoi ressemble Samuel Paty quand il sortira. Alors, on a beaucoup écrit justement que ces élèves qui vont désigner Samuel Paty du doigt s'étaient laissés acheter pour quelques dizaines d'euros. Qu'en est-il? Alors, la somme exacte, c'est 300 €.
Donc Abdullah Kanzorov arrive avec des billets de 10 € qu'il distribue au fur et à mesure. Et ce premier garçon, ce premier adolescent qui est âgé de 14 ans, il va être aidé ensuite par 4 autres de ses amis de 3e qui sont des élèves qui ont eu Samuel Paty dans les années précédentes. Donc ils savent exactement à quoi ressemble Samuel Paty. D'ailleurs, c'est un petit collège de banlieue parisienne, donc c'est pas voilà, tout le monde se connaît. Et effectivement, ce qui va être fait, c'est qu'ils vont faire le guet pendant plusieurs heures jusqu'à la sortie de Samuel Paty. Pendant plusieurs heures. Pendant plusieurs heures. Oui, de 14h. Voilà, jusqu'à 16h. Jusqu'à 16h50. Vous vous rendez compte? Sans être remarqué d'ailleurs par la patrouille de police ça va encore plus loin, c'est qu'ils vont passe. Déjouer en fait la patrouille de la police municipale qui est alertée qu'il y a un risque potentiellement de troubles, puisque là il y a déjà une polémique qui fait rage au collège à ce moment-là. Et la patrouille municipale donc passe et eux ils vont se cacher avec le terroriste jusqu'à la sortie donc à 16h50 de Samuel Paty. Qu'est-ce qu'ils se disent? Est-ce qu'on sait ce qu'ils se disent à ce moment-là de ce qui va arriver à Samuel Paty quand le terroriste le trouvera? Alors ça, on le sait grâce aux auditions de ces jeunes adolescents qui disent, la plupart d'entre eux disent, on ne pouvait pas savoir que ce terroriste, Abdullah Kanzorov, allait tuer Samuel Paty. Mais en revanche, ils savent qu'il va être corrigé. Voilà, il leur dit, je veux frapper Monsieur Paty parce qu'il a insulté le prophète, donc je veux le filmer, l'humilier et le corriger. Donc c'est assez explicite quand même. Et il y a même un de ces adolescents, le premier, le leader du groupe, qui pour le coup reconnaîtra lors de son audition qu'il savait que ça allait aller plus loin que ça, puisqu'il se doutait bien que Kanzorov n'arrivait pas là par hasard. Il va se rétracter ensuite, mais en tout cas... Qui sont ces jeunes qui ont entre 13 et 15 ans? Est-ce qu'on peut... Alors évidemment, on ne va pas donner leurs identités, c'est absolument interdit. En revanche, leurs prénoms sont assez usuels, donc je pense qu'on peut donner leurs prénoms. Oui, alors leurs prénoms, il y en a un qui s'appelle Mohamed, c'est le leader du groupe. Il y en a un qui s'appelle Julien. Il y en a un qui s'appelle Hicham, enfin voilà, c'est Elias aussi, donc ce sont ces prénoms-là. D'accord. Alors, tous sont accusés d'association de malfaiteurs, mais pas en relation avec une entreprise terroriste. Est-ce que vous pouvez nous préciser les choses? Oui, en fait, ça a été requalifié. C'est-à-dire qu'au départ, le parquet national antiterroriste avait considéré qu'il y avait peut-être une intention, puis ça a été requalifié. Finalement, ils doivent répondre en fait d'association de malfaiteurs en vue de préparer des violences aggravées. Donc, il n'y a pas l'idée de préméditation et de connaissance de l'intention. Alors, entendu, qu'est-ce qu'ils risquent concrètement? 2 ans et demi de prison. 2 ans et demi. C'est le maximum puisque les peines sont divisées par 2. Donc au maximum, ils pourront écoper de 2 ans et demi de prison ferme. Alors précision aussi, ils ont tous évidemment changé maintenant d'établissement. Ils sont dans d'autres établissements de la région parisienne sous une identité différente. Alors parlons à présent de la fille de Brahim Chinina, cet élève qui a 13 ans à l'époque, qui est une mauvaise élève. Rappelons qu'elle a 11 inscriptions avec son carnet de correspondance en un peu plus d'1 mois et qui est à l'origine du mensonge qui va faire de Samuel Paty le professeur à abattre entre guillemets. Elle ment à l'époque. Elle ment assez. Et d'ailleurs, elle ment toujours. Elle ment, alors, maintenant, elle est obligée de reconnaître qu'elle a menti puisqu'elle n'était même pas présente ce jour-là. Mais elle a d'abord menti à ses parents puisqu'elle a été exclue pour des raisons disciplinaires. C'est-à-dire qu'entre le 7 et le 8 octobre, la principale, du collège dit, voilà, il faut exclure cette élève, elle est trop indisciplinée, il y a trop de problèmes répétés, elle a énormément de mentions à son carnet de correspondance. Et donc, elle l'exclut pendant 2 jours. Et finalement, cette jeune fille va dire qu'en fait, elle a été exclue de son collège parce qu'elle a refusé de sortir de classe au moment où Samuel Paty présentait les caricatures de Charlie Hebdo. Donc elle va totalement... Elle a un rôle qui est déterminant dans cette affaire, puisqu'en son témoignage, en disant finalement que Samuel Paty a obligé d'abord les les élèves musulmans à lever la main dans la classe, puis ensuite qu'il aurait insisté pour regarder, qu'il regarde les caricatures du prophète, elle lui donne le mauvais rôle, elle lui donne le rôle d'un professeur douteux, à la limite de l'islamophobie. D'ailleurs, voilà, c'est exactement ça, c'est les rumeurs qui circulent au sein du collège sur les boucles Snapchat. On dit Monsieur Paty est un prof islamophobe, Monsieur Paty est un prof raciste. Donc c'est vraiment le bruit ambiant. Et le point de départ, c'est le mensonge de cette gamine. C'est le mensonge qui sera réitéré d'ailleurs par cette jeune fille au téléphone avec le terroriste. Alors elle dit qu'elle savait pas que le terroriste était présent au téléphone, puisque quand ils organisent leur planque avec les 5 adolescents qui sont jugés actuellement, ils appellent cette jeune fille qui est au téléphone et donc elle réitère son mensonge, sa version tronquée. Alors curieusement, c'est elle qui risque le moins dans cette affaire. Oui, d'ailleurs c'est ce qui... Parce qu'elle est inculpée pour dénonciation calomnieuse. C'est une autre qualification. Ouais. Alors elle risque quand même 2 ans et demi de prison, mais effectivement c'est quelque chose qui émeut un peu la famille de Samuel Paty, notamment Michael Paty, qui à travers son avocat nous a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle avait une qualification aussi légère. Alors ce qui est terrible dans cette affaire, c'est que c'est son père qui est allé menacer donc Madame Fouillard, la principale, et qui a réclamé l'exclusion de Samuel Paty. Et ce père, lui, alors il a rendez-vous avec la justice à l'automne prochain. Oui, c'est ça. Donc ce sera
sera à partir du 20 novembre 2024. Donc pour le coup, ce sera un autre procès, le procès des adultes. Il y aura 8 adultes qui seront jugés. Et lui, pour le coup, il devra répondre de complicité d'assassinat terroriste, l'enquête a montré qu'il était en contact avec Abdullah Kanzorov les jours précédents. Alors, on va revenir sur le climat particulier au collège du Bois d'Aulne, car le grand public ne sait pas à quel point les collègues, là cette fois-ci, non plus les collégiens, mais les collègues de Samuel Paty lui ont manqué de solidarité dans l'épreuve. J'ai souvenir que certains collègues ont même accueilli Samuel Paty le vendredi précédent l'assassinat, une semaine avant les faits, en disant « Samuel, tu as merdé ». Et pire, ils ont menacé d'écrire pour se plaindre de lui à l'académie. Nous avions vu ça dans le livre que nous avons écrit ensemble, mon cher Victor Lefebvre, mais ça va plus loin, on va y revenir parce que vous avez des nouvelles révélations à nous faire. Factuel les a sortis la semaine dernière. Les collègues de Samuel Paty l'ont-ils véritablement lâché avant l'assassinat? On en parle, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. Retour dans l'heure libre, une heure d'analyse et de décryptage des affaires qui font l'actualité. Un nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Sud Radio. Je suis avec Jean-Marie Bordry et Victor Lefebvre, journaliste à Factuel.media. En ce moment se tient, cher Victor, au tribunal pour enfants de Paris, le premier volet du procès de ceux qui ont rendu possible l'assassinat de Samuel Paty. Les adolescents qui l'ont désigné au tueur, Abdullah Kanzorov, on vient d'en parler. Et on sait d'ailleurs que plusieurs d'entre eux ont avoué savoir que tout cela allait mal finir. On l'a vu. Mais on parlait du rôle des élèves en première partie de cette émission, mais à présent, on doit vous éclairer d'une lumière assez crue sur le rôle des collègues de Samuel Paty, Victor Lefebvre. Le moins que l'on puisse dire, c'est que certains ont manqué de solidarité envers Samuel Paty. Oui, il y en a certains qui ont manqué de solidarité et ils ne sont pas privés de le dire, puisqu'il y en a même 2 qui ont envoyé un mail à Samuel Paty 6 jours avant l'attentat, le 11 Vous octobre. allez peut-être nous le lire, ce fameux mail. Je peux vous lire un des 2. Donc il y en a 2 qui ont été envoyés, une prof de français et un prof d'histoire géo, donc un collègue direct de Samuel Paty. Tout à fait. Je vous lis le mail in extenso. Non seulement notre collègue a desservi la cause de la liberté d'expression, mais il a aussi donné des arguments à des islamistes et il a travaillé contre la laïcité en lui donnant l'aspect de l'intolérance, mais il a aussi commis un acte de discrimination. On ne met pas des élèves dehors, quelle que soit la manière, parce qu'ils pratiquent telle ou telle religion ou parce qu'ils ont telle ou telle origine, réelle ou supposée. Mon éthique m'interdit de me rendre complice de ce genre de choses. Ce qui est terrible, c'est qu'à aucun moment, ses collègues ne se sont posé la question de savoir si la fameuse petite menteuse mentait, justement. Effectivement, ça aurait désamorcé tout le récit, en fait. Ils ont gobé le mensonge tout cru. Alors voilà. Pourtant, la principale le savait. Elle a fini par apprendre au cours de la semaine que cette élève n'était même pas présente, donc la polémique était caduque. Mais effectivement, il y a eu... Ça signifie qu'ils lui ont même pas parlé dans les jours qui ont précédé, ils ont même pas pris la peine de lui demander ce qui s'était passé. Alors il y en a certains qui l'ont fait, mais pas tous. Et il y en a certains, effectivement, donc, qui ont désapprouvé. Et eux parlent de désaccord pédagogique. Mais là, enfin, le mail que je viens de vous lire, c'est un peu plus qu'un désaccord pédagogique ou qu'un désaccord intellectuel. C'est un vrai désaccord presque politique. Non, on pourrait faire remarquer quand même à ces messieurs dames que quand on est face à une épreuve, face à un péril, on se serre les coudes plutôt qu'on commence à se rechercher des poux dans la tête les uns les autres. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce monsieur dont on parle, il a dit carrément qu'ils étaient nombreux à dénigrer Samuel Paty. C'est ça qui est nouveau dans vos révélations dans Factuel.media, Victor Lefebvre. Je voudrais que vous nous fassiez écouter ce document sonore que vous avez révélé. Ah non, mais les 2/3 d'entre eux lui parlaient même pas. Il y avait même pas une qu'il considérait comme un sexiste infâme ou je sais pas quoi. Un autre lui avait donné un surnom vraiment négatif. Et en fait, il y avait à peu près la moitié de la salle des profs qui pensaient comme moi. Voilà. Une bonne moitié d'entre eux s'est retournée, 15% d'entre eux ne se sont pas retournés. Et il y en a même une qui était un peu leur porte-parole qui m'a dit « Tu as armé le bras du terroriste ». Parce que moi, je suis celui par qui le scandale arrive en fait. Une bonne moitié de mes collègues, ceux qui se disent aujourd'hui ses amis, l'ont en réalité complètement ostracisé. Et il fallait bien qu'ils évacuent leur culpabilité et qu'ils la mettent sur le dos de quelqu'un d'autre. C'est moi. Alors, Samuel Paty était ostracisé, ce sont les termes utilisés par ce professeur. Voilà, c'est son témoignage, lui il considère, alors c'est peut-être aussi par aigreur, puisqu'en fait on a fait de lui un peu le méchant dans cette histoire, et il dit non, j'étais pas le seul à penser ça, il y en a d'autres, moi j'ai fait l'erreur de laisser une trace écrite avec ce fameux mail que je vous ai lu, mais effectivement c'est pas donc le seul. Ça c'est l'auteur du mail qu'on vient d'entendre. Voilà, c'est l'auteur du mail, alors c'est pas sa voix, sa voix a été modifiée, mais en tout cas effectivement ce sont ces mots exactement qui sont prononcés, et donc il dit, voilà, j'étais pas le seul dans ce cas-là, il y avait d'autres professeurs qui se sont
sont opposés à Samuel Paty, mais qui ne l'ont pas dit ouvertement. Alors, sans faire de comptabilité morbide, sur un collège qui comptait, je crois, 60 professeurs, combien de collègues se sont tenus aux côtés de Samuel Paty, je dirais dignement? Alors, de manière avérée, il y en a au moins 3. Donc 3 sur 60. 3 de manière avérée, où on le sait grâce à l'enquête. Un qui est un professeur d'histoire géo aussi, d'ailleurs qui est présent au procès, puisque vous savez que il y a son prénom est David. Voilà, il y a 13 professeurs qui se sont constitués partie civile. Alors on ne sait pas encore si ce sera accepté par le parquet, on le saura à la fin du procès des mineurs. En tout cas, donc il y a ce professeur d'histoire géo qui a changé de collège depuis. Et puis il y en a 2 autres qui vont le raccompagner en voiture, étant donné la gravité des menaces. D'ailleurs, Samuel Paty, dans son mail de réponse à ce professeur qui le critique, dit « Je suis menacé par des islamistes locaux ». Donc il sait qu'il est menacé. Et donc il y a 2 professeurs, le mardi et le mercredi qui précèdent l'attentat, qui vont se relayer pour le raccompagner en voiture jusqu'à chez lui. Donc eux, on ne sait pas si Samuel Paty s'ouvre à eux de la polémique qu'ils visent, mais en tout cas ils le soutiennent puisqu'ils le raccompagnent en voiture. Ce qui veut dire, si j'ai bien compris, que les autres professeurs sont à minima indifférents à ce qui lui arrive, voire hostiles à Samuel Paty, qu'ils considèrent comme un fauteur de troubles finalement, et ils auraient préféré qu'il n'y ait pas être tranquille à l'école et qu'il n'y ait pas de quitte à d'ailleurs s'aborder ses cours sur la liberté d'expression. Paty, pour eux, c'est des problèmes qu'on n'a pas envie de gérer, quoi, tout simplement. En fait, alors il y en a certains qui effectivement qui restent en tout cas silencieux, qui ne s'expriment pas forcément, mais il y en a d'autres, effectivement, vous l'avez dit, il y a une professeure d'histoire-géographie également qui dit, lors d'une réunion pédagogique de la matière, Samuel Paty arrive quelques minutes après, où elle dit « Samuel a merdé, il n'aurait pas dû faire ce cours de cette manière-là », donc elle se désolidarise ouvertement, et elle va même envisager de faire une lettre à l'académie pour dire que que les autres professeurs ne font pas le cours de cette manière-là. Rappelons quand même que le cours de Samuel Paty, entre parenthèses, c'est un cours sur la liberté d'expression, c'est pas un cours sur la laïcité, et c'est un cours surtout qui fait partie du programme de l'éducation nationale d'Eduscol, et c'est un matériau qu'il a puisé dans le réseau Canopé de l'éducation nationale. Alors ce que les auditeurs doivent bien comprendre, c'est que Samuel Paty s'appuie sur le matériel pédagogique qui est reconnu par l'éducation nationale à travers ce fameux réseau Canopé. Il suffit de cliquer et de double-cliquer sur ce réseau Canopé pour accéder à ces caricatures qu'il va montrer aux élèves. Finalement, donc il ne s'est pas éloigné finalement de ce qu'on lui demandait de faire. Il est parfaitement dans les coups. Il a pris quelques libertés, il enseigne comme il veut. Et par ailleurs, je rappelle qu'il fait un cours didactique. D'un côté, je suis Charlie, de l'autre côté, je ne suis pas Charlie. Donc c'est en fait un professeur qui a à cœur de faire il fait son boulot de manière ordinaire, honnête. Qu'est-ce qu'ils disent, ceux qui l'ont lâché, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, manifestement, qui l'ont lâché d'ailleurs presque publiquement et plus ou moins ouvertement. Peut-être ne pouvait-il pas savoir ce qui lui arriverait, ça c'est un fait. Qu'est-ce qu'ils en disent aujourd'hui ? Alors, de leur attitude. Alors, c'est l'objet effectivement de ce témoignage aussi du professeur qui a fait un mail très critique à l'encontre de Samuel Paty, c'est qu'il dit maintenant ces professeurs, ils s'expriment notamment dans les colonnes de Libération et ils se donnent un peu le beau rôle en expliquant que eux ont toujours soutenu Samuel Paty jusqu'à la fin. Alors après, on n'était pas dans le secret des dieux à ce moment-là, mais ça n'a pas l'air d'être aussi simple que ça n'a pas l'air d'être aussi manichéen en tout cas. Voilà, et alors pour la petite anecdote, ces professeurs ont demandé à être partie civile dans le premier volet qui se joue en ce moment au tribunal. Donc co-victime. Donc co-victime. Pour l'instant, le statut ne leur a pas été accordé. Il sera peut-être accordé. Il sera examiné à la fin, c'est-à-dire à la fin de la semaine prochaine. Il sera peut-être accordé. Mais en tout état de cause... Mais ils ne demandent pas d'argent, petite précision. Évidemment, ils se sentent moyennement victimes, on va dire. En tout cas, ce sera très intéressant de suivre cette affaire, Victor. Je voudrais encore revenir sur l'appréciation qu'a ce collègue de Samuel Paty, qui n'a visiblement pas non plus une très bonne opinion de la hiérarchie qui est la leur, qui est la hiérarchie du Collège du Bois d'Aube et qui remonte jusqu'à l'Éducation nationale. Écoutons ce qu'il dit. En fait, l'institution est tellement en crise, tellement hypocrite, tellement en décalage avec le monde réel. La hiérarchie, ce sont tous ces peignes-culs. C'est même pas la peine d'attendre quelque chose de leur part. L'institution, elle est en train de s'effondrer. La famille de mon ancien collègue a raison de s'en prendre à l'institution, mais pas aux flics. Les flics, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Alors, quand même, il y va pas avec le dos de la cuillère. L'institution, c'est peigne-cul. Ouais, ces mots sont très durs et en même temps, d'une certaine manière, on peut les comprendre puisque effectivement Samuel Paty aurait dû
bénéficier d'une protection fonctionnelle. Il aurait dû être exfiltré du collège puisque vraiment la polémique faisait rage, les menaces étaient très importantes. Mais enfin, ces mots viennent de quelqu'un qui a écrit un mail pour dénoncer ce qu'il avait fait, si j'ai bien suivi. Absolument. Ouais. C'est ça qui est vraiment l'ironie de l'histoire. On peut rappeler quand même pour les auditeurs qu'il y avait plusieurs manières de protéger Samuel Paty. Vous le disiez à l'instant, il y avait une manière, on va dire, très générale qui était de protéger le collège. Ça, c'était la voie numéro 1. La voie numéro 2 aurait consisté à donner une protection rapprochée à Samuel Paty. Ça dépend du ministre de l'Intérieur qui, à l'époque, n'a pas jugé utile de le faire. Peut-être ce qui a été fait pour Didier Lemaire quelques mois plus tard, après Attrape. Absolument. Donc, en tout cas, à l'époque, ça n'a pas eu lieu. Enfin, il y avait une manière très simple qui ne nécessite aucune espèce de procédure. C'était tout simplement d'appeler Samuel Paty. C'est ce que font les gens du renseignement. Ils appellent les cibles menacées et ils leur disent, écoutez, mettez-vous au vert, allez chez vos parents, allez chez des amis, congés, etc. Prenez des congés. Il faut se souvenir dans cette affaire, l'assassinat a lieu le vendredi 16 octobre 2020. On est à donc la veille des congés de la Toussaint. C'était donc très simple de demander à Samuel Paty d'anticiper ses congés. Bien sûr, d'autant plus que les renseignements avaient parfaitement ciblé l'état de la menace et ils avaient même identifié celui qui deviendra le tueur puisqu'il était déjà extrêmement menaçant et qu'il avait lui-même repéré Samuel Paty grâce à une informatrice qui sera aussi jugée dans un an lors du procès des adultes. Ouais. Et d'ailleurs, l'éducation nationale s'est également constituée partie civile. Gabriel Attal l'a annoncé lors du procès des mineurs. C'est ça qui est fabuleux, hein, c'est que tout le monde se constitue partie civile pour accéder au maximum d'informations. Alors, l'affaire Samuel Paty est examinée en ce moment au tribunal pour enfants. Très peu d'informations filtrent. Évidemment, nous sommes en mesure, donc on le voit, d'apporter quelques révélations autour de cette table. Le procès au tribunal pour enfants sera terminé en fin de semaine prochaine. On connaîtra quand le délibéré? Le délibéré, le 8 octobre, normalement à 9h. Alors, il est possible que ça prenne du retard puisque ça va être très long comme procédure. Ouais. Mais théoriquement, ça se termine le 8 octobre et ce sera en audience publique pour le coup. D'accord. Et en ce qui concerne les adultes, parce que là, pour le coup, il y a aussi les adultes, ceux qui ont agi très concrètement pour faciliter le travail du tueur, c'est-à-dire Abdullah Kanzorov. Je rappelle qu'il y a 3 complices qui ont été chercher des armes avec lui. Et puis, deux de ses amis d'enfance. 2 de ses amis d'enfance. Et puis, il y a aussi 2 islamistes locaux qui ont activé les réseaux sociaux, désigné Samuel Paty, pointé ce qu'ils ont appelé Samuel Paty, ce voyou. Ils vont être jugés quand exactement? Alors, ça commence en novembre 2024. Je crois que c'est le 10 novembre 2024 jusqu'au 20 décembre 2024, donc dans pile un an. Et là, pour le coup, ce sera un procès très scruté qui sera pour le coup public puisque ce sont entièrement des adultes, tous les accusés, il y en a 8 en tout. Et effectivement, vous l'avez dit, il y a les 2 complices d'Abdullah Kanzorov, Brahim Shlina, Abdelhakim Sefrioui, Priscilla Mangel, qui est l'informatrice présumée, évidemment, présumée d'Abdullah Kanzorov. Ouais. Mais donc voilà, ce sont ces adultes qui seront jugés dans pile un an. Ce sera un procès très suivi et très médiatique, évidemment. Eh bien, vous pouvez compter sur Sud Radio et sur Factuel.media pour vous tenir au courant. On peut vous retrouver évidemment sur Factuel.media. On peut vous revoir aussi sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Dans un instant, nous allons revenir sur la mort de Thomas à Crépol et les réactions en cascade qu'elle a entraînées. France, la guerre civile a-t-elle déjà commencé? C'est tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h. De retour dans l'heure libre, 1 heure d'analyse, de décryptage des affaires qui font l'actualité. Un nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Sud Radio avec le monde des faits divers et des faits de société. Nous sommes avec l'avocat Pierre Gentillet. Bonjour Pierre. Bonjour. Et Fergan Aziari. Bonjour. Bonjour. Essayiste reconnu. Ensemble, nous allons parler donc de la mort de Thomas à Crépol par la gravité et son caractère très particulier, mais aussi parce que cette mort a entraîné de très nombreuses de réactions. Et la première question que je vais vous poser, est-ce que c'est un fait divers banal ou c'est plus que cela, Pierre Gentillet? Je pense que c'est incontestablement, on est au-delà du fait divers. Je m'explique, c'est-à-dire que de quoi est-ce qu'on parle? Juste rappelons un petit peu les choses. On parle de jeunes de banlieue qui viennent attaquer un village, assassinent un enfant de 16 ans et blesse au passage plus d'une dizaine d'entre eux à l'occasion d'une fête de village. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce type de phénomène, il y a 2 éléments importants pour essayer de comprendre que ce n'est pas qu'un fait divers, mais c'est un fait de société. Le premier élément, c'est potentiellement le caractère du racisme qui plane au-dessus de cet événement. Je rappelle qu'il y a à ce stade 9 témoins
le jour de l'événement, 9 témoins qui ont déclaré avoir entendu des injures anti-blancs, hein, ce qu'on appelle, ça veut dire, je crois que le terme c'est gouer, exactement. Gouer, voilà, ça veut dire grosso modo occidental, quoi. Voilà. C'est un vieux terme d'ailleurs qui existait déjà du temps de l'Algérie française. J'ai entendu, puisque maintenant du coup on se passionne sur ce terme et on essaie de savoir un petit peu ce qu'il en est. Donc bref, le caractère raciste au meurtre et aux agressions, je parle au pluriel puisqu'il y a des gens qui ont été blessés. Et puis effectivement, deuxièmement, et c'est en ça que je pense qu'il faut vraiment pas ranger ça du côté d'un fait divers, c'est que les villages, si vous voulez, moi j'ai jamais vu une armée de Kevin, de Matteo, comme disait le ministre de l'Intérieur, qui viennent de petits villages et qui décident d'aller faire une descente pour aller poignarder des jeunes de banlieue. Voyez-vous, ce genre de choses-là. Alors on pouvait retrouver, on nous sort toujours les mêmes exemples, hein, les ratonnades des années 50, 60. Mais en réalité, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a un mouvement d'ensauvagement dans une partie de la société française qui est essentiellement située en banlieue. Il faut le dire, hein, il ne faut pas avoir peur de le dire. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Comme il s'est passé pour Philippe, hein, ce jardinier qui a été tué devant chez lui le soir parce qu'il voulait demander à 2 jeunes qui n'étaient pas de ce village de se taire. Qu'est-ce qui est arrivé au petit Matteo, ce petit blond de 16 ans, 15 ans, qui a été tué pour un mauvais regard dans son village? C'est la même chose, si vous voulez. C'est des gens qui sont victimes d'un ensauvagement, d'une civilisation, enfin d'une société plutôt, qui leur est étrangère. Si vous voulez, ces petits villages-là, ils ont pas l'habitude. Cette France rurale, c'est une France qui vit poliment, qui vit tranquillement, qui vit dans le calme, qui vit dans ce qui reste de la France. Et elle se prend toute cette violence aujourd'hui. Et ça, c'est nouveau. Ça monte de plus en plus et je crains que rien ne change malheureusement avec ce gouvernement. Alors, Fergan Azihari, est-ce que vous y voyez un peu plus qu'un fait divers? Comme le dit souvent des personnalités de gauche, disent bon, attendez, c'est un fait divers banal, ça a existé. J'ai moi-même entendu sur une antenne concurrente que finalement c'était un peu la guerre des boutons qui se prolongeait. Roméo et Juliette aussi. Roméo et Juliette, on y reviendra à ça. Ouais. Ouais, effectivement, il y a une tendance à euphémiser un phénomène qui n'a rien d'un fait divers, qui en l'occurrence se caractérise quand même par un certain nombre d'éléments un peu extraordinaires, c'est-à-dire que le fait pour une bande de jeunes d'arriver dans une fête de village avec un couteau n'est absolument pas anodin. Alors certes, en théorie, on peut dire que ça ne signale pas nécessairement une préméditation, mais enfin ça signale quand même une certaine disponibilité à la violence qui interroge, autant que les profils des assaillants n'étaient pas, avaient un casier judiciaire pour la plupart. Certains avaient déjà été condamnés pour recel de vol, pour détention d'armes de catégorie D, pour menaces à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique, pour faits de violence aggravée. Donc le fait de prendre pour amis des gens qui ont un tel pédigré non plus n'est pas un phénomène anodin. Il y a aussi la question donc des origines géographiques de ces personnes-là qui sont issues, on le sait, d'un quartier donc de la Monnaie sur Romans-sur-Isère, qui n'est pas un quartier anodin, qui est l'une de ces fameuses zones ciblées par les politiques de la ville. Et on sait que ces zones-là se singularisent par des, là encore, caractéristiques sociologiques extraordinaires, une surdélinquance par rapport à la moyenne nationale, une surreprésentation des populations de culture et d'origine étrangère, un taux de pauvreté plus élevé que la moyenne, un taux de décrochage scolaire plus élevé que la moyenne aussi. Donc toutes ces caractéristiques font en effet que ce phénomène renvoie aux éternelles préoccupations sur l'échec de l'intégration et de l'assimilation de certaines populations. Donc tout ça en effet n'a absolument rien d'anodin et renvoie à des questions existentielles pour la société française. Alors derrière, on a vu des réactions extrêmement aussi imprévisibles. On a vu des groupuscules faire des descentes dans des quartiers à Lyon, à Lyon, à Romans-sur-Isère, pardonnez-moi, justement dans ce quartier de la Monnaie que vous évoquiez. Et on a vu, alors là, une extrême sévérité de la justice. On a eu 17 interpellations sur les 80 manifestants. Moi, j'ai envie de vous demander, avant la réaction sur ces groupuscules, est-ce que c'est en germe je dirais un ferment de guerre civile, tout cela? Est-ce qu'on en est là? On a récemment assisté à la mort d'un ministre de l'Intérieur qui s'appelle Gérard Collomb et qui a été un ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, qui a, sur la base des informations accessibles aux premiers flics de France, quitté son ministère avec fracas en nous parlant d'un risque alors de guerre civile. Je ne sais pas si certains diront que la guerre civile c'est quand même quelque chose de plus structuré avec des centres de commandement, des choses plus institutionnalisées et qu'on n'est peut-être pas encore là, mais enfin il y a quand même effectivement une situation gravissime dans le sens où nous sommes face à des communautés qui se regardent en chien de faïence, qui ne se reconnaissent plus dans une civilité commune, qui ne désignent plus les mêmes collectifs quand ils parlent de nous et quand ils disent vous. Il y a quand même pas mal de signaux faibles qui, en effet, laissent entrevoir alors ce que certains appellent une archipélisation de la société française, pour paraître neutre et diplomatique. D'autres parleront de balkanisation, de libanisation. Et il est vrai que non, nous ne sommes pas dans une situation tout à fait réjouissante pour l'unité du pays. Pierre Gentillet,
Vous réagissez comment à l'idée de guerre civile? Alors, je vais être très clair, hein, je pense qu'on n'en est pas là, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une guerre civile. En revanche, que les ferments d'une guerre civile soient là, oui, je le crois. Oui, je le crois et je le crains. Ça, c'est clair. C'est-à-dire, si vous me posez la question, est-ce que avec cet événement, on peut assister à une guerre civile? Non, évidemment non. La guerre civile, c'est pas ça. Mais en revanche, ce qu'il faut bien comprendre, la guerre civile, c'est quoi? Ce sont des peuples qui se font la guerre sur le même territoire. En tout cas, deux ensembles de groupes de personnes qui ne partagent plus les mêmes valeurs, qui ne veulent plus partager le même destin. C'est ça, la guerre civile. D'accord ? On n'en est pas encore à ce stade-là, mais les germes sont là parce que nous avons une partie de la population en France qui est élevée dans la haine de la France, qui n'a plus les mêmes référents culturels, qui même parfois ne parle plus clairement le français. Donc voilà, on pourrait encore développer là-dessus. Donc je pense qu'il y a des ferments qui sont là, mais je ne veux pas parler de guerre civile. Ça, ce serait à ce stade-là aujourd'hui, je pense que ce serait tout à fait prématuré. Je voudrais quand même vous entendre, Pierre Gentillet, vous êtes avocat, sur la réaction judiciaire et policière très ferme qui a eu lieu après la descente de cette bande de nationalistes là, qui représente la division Martel, emmenée par un certain Gros Lardon. Alors la police est intervenue rapidement, 17 interpellations, je le rappelais, et des peines de prison ferme qui ont été prononcées quasiment immédiatement. On a appris que des domiciles de plusieurs de ces manifestants ont été perquisitionnés et un butin très important ramassé, un drapeau français a été saisi, une bombe lacrymogène, une barre de fer. Deux observations. Première observation, je note que quand il s'agit de l'État, quand il s'agit de la police, là, la justice sait faire son travail et sait être sévère. Et il est clair que toute atteinte vis-à-vis de la police, toute atteinte vis-à-vis de l'État, je ne vais pas vous avancer un discours d'illégalité, ce serait absurde, doit être réprimée. Ça, c'est une chose. En revanche, ce qui est insupportable, c'est le deux poids deux mesures. Vous voyez, par exemple, on parle beaucoup de ces gens qui ont été condamnés à de la prison. Accessoirement, j'espère qu'ils seront protégés en prison. Parce qu'il y a des messages sur les réseaux sociaux de prisonniers qui disent « on les attend ». Qu'est-ce qui va se passer si ces gens-là sont pas mis à l'abri? Qu'est-ce qui va se passer si ces gens-là meurent ou pire encore, en prison? Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, un de ces jeunes, on en a beaucoup parlé et il n'y a pas eu beaucoup de sollicitude vis-à-vis de lui. Parce que peut-être, je ne sais pas s'il a été condamné lui, peut-être qu'il a fait quelque chose de mal. Mais ce jeune qui a été filmé nu, bastonné, frappé avec une canne ou une canne de golf, je sais plus, en tout cas un objet. Une arme par destination, on dirait. Qui était nu et qui s'est mis nu. Pourquoi? Parce qu'on menaçait de le brûler vif avec un jerrycan d'essence. Lui, on n'en a pas parlé. Ces agresseurs, ces auteurs, j'attends. Pour l'instant, il n'y a rien sur ces gens-là. Il n'y a rien. On a retrouvé ces auteurs, on a retrouvé les manifestants d'extrême droite en 48 heures. Facilement reconnaissable aussi. Aucun problème. Oui, par contre, ceux qui sont reconnaissables sur la vidéo, qui ont filmé leur méfait de ce jeune qu'ils auraient pu tuer, qu'ils auraient pu brûler vif, il n'y a pas de nouvelles de. Vous voyez, ce qui est insupportable, en fait, c'est pas que la justice fasse son travail. Moi, je ne reproche pas à la justice de faire son travail. C'est le sentiment de deux poids, deux mesures. Encore une fois, c'est ça qui est insupportable. Est-ce qu'on peut peut-être quand même s'attarder sur ce qui s'est passé? Parce qu'effectivement, on a parlé de ratonnade. Concrètement, il n'y en a pas eu. Ils sont descendus. Oui, il y a eu une intention de ratonnade. En revanche, on a parlé quand même tout à l'heure de jeunes qui étaient venus au bal avec des couteaux. Là, on a plusieurs dizaines de personnes qui sont venues avec des messages qu'on a pu lire. Ne tapez pas de bougnoul, c'est une insulte raciste. Et certains sont venus avec des armes, avec des bâtons, des barres de fer. Ils n'étaient pas venus pour jeter des fleurs. Ils ont dit, là, vous venez de me dire que dans leur message, alors il y a une insulte, je l'ai entendu, il y avait marqué ne tapez pas. Oui, c'est ça. Ordre de Gros Lardon, on a tous vu cette capture d'écran. Ne tapez pas. Du coup, sur la question de la ratonnade, non, mais c'est très important ce que vous dites, parce que sur la question de la ratonnade, il faut quand même caractériser une intention. C'est ce que j'ai dit. Donc, on ne peut pas qualifier ça. Pourquoi était-il descendu? On est d'accord. C'est ce que j'ai dit. Qui qualifie ça de ratonnade? C'est la France insoumise. Oui, c'est une partie du spectre politique, tout à fait. Mais pourquoi était-il descendu avec une barre de fer? Alors, peut-être pour se défendre. Enfin, accessoirement, il y a peut-être aussi ça, pardon. Puis vu ce qui leur est arrivé, excusez-moi, je pense que ça leur a pas complètement donné tort, pardon. En particulier de celui qui a failli être brûlé vif. Je n'approuve pas la violence, c'est très clair, mais entre ce qu'on qualifie ici comme étant une ratonnade et une manifestation non déclarée interdite, je pense qu'il faut utiliser les bons mots. C'était une manifestation interdite, donc aussi non déclarée, dont les propos effectivement sont sans doute évidemment condamnables, et ils s'en sont pris aux forces de l'ordre, ils ont été condamnés, mais ce n'est pas une ratonnade. Excusez-moi, la vraie ratonnade qui a eu lieu, c'est la razzia qui a eu lieu à Crépol, où il y a eu un mort, une dizaine de blessés, d'accord? Combien de poignardés, combien de morts, combien de blessés parmi les jeunes de banlieue dans le quartier de la Monnaie suite à la soi-disant ratonnade? Zéro. Est-ce qu'on peut se demander, je suis d'accord, on est dans l'intention, mais que serait-il passé si par exemple les CRS n'avaient pas dispersé ce cortège?
Alors, d'accord, on est dans l'hypothèse. Je pose quand même la question de savoir, le fait de dire ne tapez pas de non mais pardon, mais c'est trop facile. Ça implique quand même que... On sait que ça peut arriver. Pardon, on va pas transformer les plusieurs dizaines en petits anges non plus. Il faut pas exagérer. Oui, mais on va pas leur prêter des intentions dont on ne sait rien. Et puis les intentions sont des intentions, ce n'est pas des réalisations. Exactement. Alors dans un instant, on va revenir et on va se demander quel est le rôle des médias dans la façon dont ils rendent compte des événements. C'est très important de se poser cette question. On en parle dans un instant sur Sud Radio avec nos invités. L'heure libre. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, l'heure libre. 10h-11h. De retour dans l'heure libre avec Jean-Marie Bordry. Nous sommes toujours avec l'avocat Pierre Gentillet, l'essayiste Fergan Aziari, consultant en politique publique. En plus d'être essayiste, nous sommes ravis de vous accueillir tous les deux. Alors nous parlons du meurtre de Thomas à Crépol et de ce qui a suivi, c'est-à-dire des descentes de groupuscules qui sont allés défiler au cri de Islam hors d'Europe, notamment à Romans-sur-Isère, mais on les a aussi vus, je crois, à Lyon et à Rennes. Et nous nous demandons si tout cela ne porte pas en germe les débuts d'une guerre civile. Revenons un instant avec vous, Pierre Gentillet, après ces interpellations de membres de ces groupuscules d'extrême droite. On a l'impression que le ministère de l'Intérieur a voulu montrer que la menace venait de toutes parts, qu'elle devait être réprimée avec une extrême sévérité. Mais je voudrais quand même rappeler un chiffre qui fait froid dans le dos. Ce chiffre, c'est 44 000 agressions à l'arme blanche, soit 120 victimes par jour déclarées. C'est un chiffre qui a explosé ces dernières années. Alors, la question qu'il faudrait poser en retour de ça, et en complément de ce que vous dites, c'est parmi ces 44 000 attaques au couteau, c'est-à-dire plus de 120 attaques au couteau par jour, si on nous dit que la principale menace, c'est l'extrême droite, combien d'attaques au couteau de personnes d'extrême droite? Voilà. Je pense qu'en posant cette question, on répond un petit peu à la bêtise de certains propos qu'on entend du côté de la gauche, de l'échiquier politique aujourd'hui. La menace en France, je le dis, il n'y a pas de menace d'extrême droite. Il n'y a pas de risque de coup d'État d'extrême droite. Il n'y a pas de risque de guerre civile déclenchée par l'extrême droite. Quand certaines personnes ont peur de se promener la nuit dans certains quartiers, dans d'innombrables quartiers d'ailleurs en France, c'est pas par peur de se faire agresser par un militant néo-nazi. Soyons clairs, d'accord ? Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Donc, il y a une hiérarchie des priorités et très clairement, la menace d'extrême droite, c'est ridicule aujourd'hui. C'est une manière de relativiser et on le voit là depuis Crépol. Je termine vraiment sur un mot, c'est important là ce qui se passe. Parce que la gauche est en train de sauter là-dessus et s'accroche comme une moule à son rocher sur cette pseudo-menace d'extrême droite, sur cette division Martel dont tout le monde a appris l'existence, ce groupuscule d'extrême droite qui est arrivé pour faire cette manifestation. Le ministre de l'Intérieur a dit que rien que le nom faisait peur. Oui, on dirait une division du front de l'Est, vous voyez, c'est un peu à ça qu'on pense. Vous disiez hors antenne, et je trouvais ça très drôle, vous disiez ça ressemble plutôt à la 7e compagnie qu'au front de l'Est pendant la guerre. C'est-à-dire qu'avec le terme en plus gros lardon, c'est vrai qu'on pense mécaniquement à quelque chose. Bon, c'est pas que drôle, mais si vous voulez, je pense qu'il faut quand même prendre la mesure de la menace. La menace aujourd'hui, elle n'est pas d'extrême droite, mais c'est commode pour une certaine gauche, parce que là on est sorti d'une semaine si vous voulez, de découverte de l'horreur de Crépol, du caractère raciste, de tous ces jeunes de banlieue qui sont arrivés dans une telle sauvagerie pour planter des gens au hasard, pour en tuer. Et là, c'est très pratique pour oublier ce moment aubertonien, du nom de Laurent Oberton, qui avait bien signalé il y a des années avant cet état d'ensauvagement et qui s'était fait taper dessus dans la France orange mécanique. C'est une manière pour eux, justement, d'allumer un contre-feu pour faire oublier le moment horrible que nous traversons. Voilà. Alors, Fergan, j'aimerais vous entendre là-dessus. Vous pensez que ce relativisme, finalement, est une manière d'allumer un contre-feu, de minorer ce qui s'est passé à Crépol? C'est vrai qu'il y a une tendance, alors moi je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de risque au niveau des groupuscules d'extrême droite. Je veux dire, le risque zéro n'existe jamais nulle part, et c'est vrai que ces mouvements-là existent malgré tout. En revanche, il est vrai que... Oui, surtout qu'ils n'ont pas l'air très fins, ces groupuscules d'extrême droite sur les réseaux sociaux. On voit que c'est pas des prix Nobel. Tout à fait. Toutefois, il est vrai que dans les médias, il y a effectivement une tendance à euphémiser aujourd'hui la réalité de la délinquance et ses véritables origines. C'est-à-dire que nous
Nous sommes dans un pays qui a tendance aujourd'hui effectivement à minimiser la délinquance issue de l'immigration en provenance de l'immigration de culture arabo-musulmane, alors que en effet vous avez une large littérature en sciences sociales et des rapports officiels qui montrent que cette population-là est malheureusement surreprésentée dans les statistiques de la délinquance. Alors juste expliquons ce que cela veut dire pour ne pas faire de confusion. Ça ne veut pas dire que tous les Français, évidemment d'origine arabe ou africaine, sont des délinquants invétérés ou sont destinés à embrasser une carrière de délinquance. Ça veut dire simplement qu'il y a une anomalie statistique, qu'il y a une disproportion entre le poids de ces populations dans la démographie française et leur implication dans des activités indésirables. Et il est vrai que cette réalité, ce fait social, pour parler comme le sociologue Émile Durkheim, a longtemps été euphémisé par les médias qui n'ont jamais été véritablement à l'aise avec l'idée de nommer ce phénomène. Alors parfois en vertu de bonnes intentions, mais parfois aussi en vertu, je crois, d'une espèce de racisme latent qui consiste à postuler l'existence d'une solidarité organique entre tous les immigrés, leurs descendants et les criminels qui sont issus de leur rang, et donc finalement à penser qu'on indisposerait les immigrés et les descendants d'immigration en soulignant la présence, hélas, parmi eux, de gens qui détestent ce pays, alors que vous avez beaucoup d'immigrés qui sont tout à fait en paix avec la France et qui d'ailleurs n'ont pas quitté le bled pour retrouver dans l'Hexagone les cas sociaux qui sont tentés de fuir, d'éloigner de leurs enfants. On est en train de créer un tabou qui est celui de l'examen, je dirais, dépassionné comme vous le faites des causes de la délinquance et c'est dommage, évidemment. Alors je voudrais vous faire revenir tous les deux sur les déclarations de la maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Toraval, qui est d'ailleurs entre nous juste comptable d'avoir donné quelques informations concernant les voyous qui peuplent la cité de la Monnaie. Et elle a annoncé vendredi avoir porté plainte pour avoir été visée par des menaces de mort et de décapitation. Est-ce que c'est normal que la mairesse d'une ville de 30 000 habitants, de Romans-sur-Isère, se retrouve comme ça menacée de décapitation? Évidemment non, et encore une fois, ça nous permet aussi de hiérarchiser les priorités. Et elle l'a dit d'ailleurs, moi j'ai écouté son interview, dans les messages qu'elle recensait de menaces de mort, il y avait un moment, le terme, vous réécouterez l'interview, facho. Donc ça c'est un peu signé, si vous voulez, c'est une insulte d'extrême gauche. Je dis pas que c'est forcément un militant d'extrême gauche, mais il me semble que ça vient pas de l'extrême droite, ce genre de menaces de décapitation, voyez-vous. Et qu'est-ce qu'on reproche à la maire ici? Deux choses. Un, de nommer le mal, c'est-à-dire le quartier de la Monnaie, qui est un quartier effectivement aujourd'hui à très large majorité d'immigration. Et deuxièmement, elle en a parlé, ça n'a pas été retenu à ce stade, le caractère raciste du meurtre qui a été perpétré Thomas. À Crépol, effectivement, le meurtre de Thomas. Donc je pense que cette mère a beaucoup de courage, qu'il faut évidemment, il faut saluer son courage. Elle parlait bien d'autres choses, évidemment. Malgré tout, que vous soyez d'accord ou pas, pour l'instant, la justice ne retient pas la motivation raciste. J'ai pas dit, j'apporte juste la précision. J'ai dit qu'on a écarté. Non, j'ai dit justement qu'on a écarté. C'est quand même. Moi, je trouve ça. On est d'accord. Pardonnez-moi, en tant qu'avocat, je trouve ça très surprenant, qu'on ait 9 témoignages qui évoquent le caractère raciste, mais parce que c'est du racisme anti-blanc, donc celui-là, faut pas en parler, du meurtre de Thomas, et qu'il n'y ait aucune retenue sur ce terme, et pire, qu'il n'y ait même pas de communication sur le sujet. Du parquet sur le sujet. Moi, je trouve ça, mais c'est très malaisant. C'est vraiment très malaisant. Alors, je voudrais, je vous promettais il y a quelques minutes de s'interroger un peu sur la manière dont les médias rendent compte de ce que la France vient de traverser, et notamment de l'assassinat de Thomas, enfin, en tout cas du meurtre de Thomas. Je voudrais vous faire écouter un extrait de l'émission 28 minutes sur Arte, où on a pu entendre Isabelle Véron-Masson, directrice de recherche au CNRS. Écoutez la manière dont elle parle du meurtre de Thomas. La ressemblance entre ce fait divers et Roméo et Juliette. C'est-à-dire que c'est une rixe avec deux familles. Roméo et Juliette, des Montaigu et des Capulet. Des Montaigu et des Capulet, on est dans Shakespeare. C'est-à-dire c'est un bal dans lequel une famille qui déteste l'autre famille va chercher des filles. D'ailleurs, il y a l'idée qu'il y a, parce que maintenant on sait qu'il y avait cette démarche-là. Ils se détestent, ils se cachent. Et puis finalement, ça devait être au départ un petit truc sympa, un peu provocateur, mais sans plus. Et ça devient quelque chose de gravissime. Et il y a des combats. Et bien évidemment, on tire l'épée, parce qu'on tire toujours l'épée. Et on tire l'épée. Alors là, c'est les couteaux, hein, ce qui compte maintenant, mais les couteaux existent depuis que les couteaux existent. J'imagine que c'est Moyen Âge. Oui, il y a là une configuration, et quand même, bien évidemment, la différence entre les Montaigu, les Capulettes et ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est d'abord qu'il s'agit d'un enfant. Ça, vous
l'avez pas dit, mais ça me semble très important. Oui. Il a 16 ans. Oui. Et le fait divers qui touche les enfants est toujours un fait divers d'un autre différent. C'était vrai au 19e siècle, c'est toujours vrai maintenant. Et en plus, il y a une montée en généralisation par le fait que, effectivement, l'extrême droite va se servir de ce fait divers banal dans un contexte politique. Alors, Fergan Aziari, vous avez eu aussi une prise, je dirais, de position assez ferme contre Patrick Cohen, qui est un éditorialiste de France 5. Vous lui avez rappelé quelques fondements du journalisme. Comment vous réagissez quand vous entendez cette dame parler ainsi du meurtre de Thomas? Cette désinvolture, elle est symptomatique en effet du malaise en réalité de certaines élites à la fois médiatiques et universitaires face au fait social que nous avons devant nous. Effectivement, cette tendance à parler de manière désinvolte du fait que des jeunes se ramènent avec des coups de couteau, leur casier judiciaire qui n'est pas rappelé, l'origine géographique de ces personnes-là. Et là encore, le fait est que ces affaires-là ne prendraient pas la tournure politique qu'elles prennent aujourd'hui si elles ne s'inscrivaient pas dans, encore une fois, ces phénomènes collectifs extraordinaires que la statistique peut recenser, à savoir la surreprésentation de certaines catégories de population dans ces chiffres-là, de la délinquance. Et il est vrai en effet que au lieu de discuter et de regarder ce phénomène en face et d'essayer de l'interpréter. Alors certains iront sur le terrain économique, d'autres sur le terrain anthropologique, d'autres sur le terrain religieux. Enfin, ce sont des débats qui sont assez intéressants. Mais avant de disserter sur les causes du phénomène, encore faut-il le voir, encore faut-il l'observer. Et manifestement, là, beaucoup de gens ne veulent pas le regarder en face. Roméo et Juliette, Pierre Gentillet, j'avais l'impression de vous sentir bouillir intérieurement. C'est-à-dire que oui, Roméo et Juliette, moi, franchement, les bras m'en sont tombés quand j'ai regardé cette séquence. Et vous avez passé effectivement ici l'extrait. Ce qu'il faudrait dire à cette dame qui est chercheuse au CNRS, c'est ça. Tout à fait. C'est très bien qu'elle lise Roméo et Juliette. C'est très bien. Shakespeare, c'est très bien. Mais quand elle dit qu'ils ont tiré les couteaux, il faudrait peut-être lui expliquer que des couteaux, il y en avait que du côté des agresseurs. Pas du côté des victimes. Donc c'est pas une rixe, comme on a voulu d'ailleurs le faire croire au départ dans une certaine presse. Donc là, c'est de la bêtise à l'état pur. C'est pas seulement de la bêtise, c'est aussi, c'est vraiment une volonté c'est vraiment du déni. C'est vraiment du déni du réel. C'est du déni des agresseurs. Et d'ailleurs, à la fin de son intervention, elle dit, il faut faire attention de ne pas faire monter l'extrême droite. J'ai envie de vous dire, tout est signé. Le vrai problème, je vais vous dire, c'est que elle a le droit de dire des bêtises. Elle a le droit de dire des âneries. C'est pas Patrick Cohen, c'est pas la présentatrice, c'est pas une journaliste. C'est une invitée. Le vrai problème, c'est qu'il n'y ait pas quelqu'un qui est immédiatement bondi, une contradiction, et même du présentateur, du présentateur lui-même en disant attention, c'est indécent. Là, excusez-moi, mais on tue une deuxième fois. Moi, je me mets à la place des parents de Thomas. Oui, ils doivent s'arracher les cheveux. C'est insupportable d'entendre ça. Insupportable. Je vous remercie tous les deux d'avoir été avec nous. Je remercie Jean-Marie aussi, toujours. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux et notamment la chaîne YouTube de Sud Radio, ainsi que sur Factuel. Vous pourrez retrouver l'excellent article de Victor Lefebvre de cette première partie. Mais tout de suite, On parle auto. Exactement, On parle auto, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault, juste après les informations de 11h jusqu'à 13h. 0826 300 300, vous êtes en voiture, eh bien arrêtez-vous, vous n'avez pas le droit de téléphoner au volant, mais vous avez un problème avec votre voiture, on est là pour vous répondre.